un petit message et Merci, je vais redonner la parole à Théophile. merci Fabien. On dit de lever la main en utilisant l'icône, mais comme on n'est pas beaucoup, tu sais, je pense qu'on peut aussi prendre la parole un peu comme bon nous semble, en évitant bien sûr la cacophonie que les sessions Zoom peuvent permettre parfois. Je me lance. La session d'aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est la deuxième séance de travail, le deuxième événement qu'on proposait cette semaine, autour du thème de la cohabitation dans l'espace public. Fait que la question qui nous animait, c'est un peu comment est-ce qu'on peut créer créer un sentiment d'appartenance, en fait, dans des lieux qui sont partagés par des groupes différents. Quand on pense à l'espace public, j'en parlais un petit peu plus tôt cette semaine avec Martin, justement, en prévision de la rencontre de ce soir, on a tendance à penser à des lieux extérieurs, tu sais, des parcs, des squares, je sais pas, la place des festivals, des jardins, des jardins communautaires, mais ce soir, je nous amène peut-être à réfléchir aussi à des lieux auxquels on n'aurait pas tendance à penser directement. Tu sais, on peut penser à des écoles, à des bibliothèques. Il y en a plein, des espaces publics. Fait que je nous encourage à nous mettre un petit peu dans cette position-là, là, après la question que je vais vous poser plus tard, et de réfléchir autour de comment est-ce qu'on peut déconstruire finalement des préjugés par la proximité. La session de mardi, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais c'est extraordinairement bien déroulé. On a invité deux femmes qui sont responsables d'un projet de talent show ou de spectacle de variété. Je ne saurais pas trop comment le traduire en français. De talent show, on va dire ça comme ça pour aujourd'hui, qui est organisé dans Saint-Roch, donc un quartier à Québec. Talent Show pour aînés, donc c'est des gens qui sont rentrés en contact avec plusieurs aînés du quartier à travers les organismes communautaires en place pour leur demander est-ce que vous avez un talent que vous aimeriez partager, que vous n'avez peut-être pas eu la chance de partager dans vos vies, que vous aimeriez montrer aux gens. Et là, il y a plein de gens finalement qui se sont manifestés en disant ben oui, moi, j'écris du théâtre ou je fais de la poésie ou je suis clown, par exemple. On a rencontré une clown mardi dernier. Et c'était très touchant de les entendre parler de ce parcours-là parce que ça leur permettait d'abord d'exprimer ou de mettre de l'avant une passion ou un talent qu'ils ont depuis longtemps, mais aussi de le faire dans l'espace public, donc dans un parc. Et les discussions vers lesquelles ça nous a menés, c'était beaucoup des questions autour de l'importance de l'art, de l'importance de la création, puis de la création comme d'un moyen justement d'habiter l'espace public. Aujourd'hui, on va prendre une perspective un petit peu différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas d'art et de création, tu sais, ça fait quand même partie de notre ADN à 1 fond 1000, mais on va se poser la question avec une lunette juste plus précise sur la question de l'intergénérationnel. On va entendre Martin de Intergénération Québec nous parler un petit peu de la démarche de l'organisme Intergénération Québec, de ce qu'on entend par l'intergénérationnalité, des obstacles à l'intergénérationnel et des stratégies qu'on peut mettre en place pour favoriser finalement la mixité des générations. Avant, par exemple, de faire ça, on va switcher un petit peu la formule qu'on utilise à l'habitude. Plutôt que de faire une présentation et ensuite d'aller en atelier, on va tout de suite se lancer dans un atelier autour de questions autour justement de l'espace public, de l'intergénérationnel. Et ensuite, on va entendre Martin nous parler de l'intergénérationnel et de l'organisme qu'il représente. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que j'avais pas envie d'avoir trop d'éléments de réponse avant de se lancer dans l'atelier, parce que Martin va nous parler justement de stratégies qui favorisent la mixité des générations. On avait envie de vous entendre par rapport à c'est quoi les lieux, par exemple, euh, auxquels vous aimeriez avoir accès, disons, mais dans lesquels vous vous sentez pas à l'aise ou moins à l'aise. Puis est-ce qu'il y a des stratégies auxquelles on pourrait penser qui favorisent justement la mixité des générations? Je lance la question comme ça, je vous laisse y penser, mais là, je vais faire un petit topo sur les activités d'un informel avant qu'on se lance en atelier. Comme ça vous laisse le temps de mûrir vos réponses en attendant. Je vais faire ça court parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là à la session de mardi ou qui connaissent très bien le travail de l'organisme. J'avais simplement envie de vous rappeler que d'abord, on lance des interforums. Les interforums, ce sont les groupes de travail du mouvement Habitat qui sont organisés depuis février 2022
dans 5 régions du Québec: Montréal, Capitale-Nationale, Centre du Québec, Lanaudière, Montérégie. On va lancer ces groupes de travail-là à partir de la semaine prochaine dans 6 nouvelles régions. Fait que dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie, en Mauricie, dans les Laurentides et en Outaouais. Toujours dur pour moi de me rappeler des 6 régions, mais voilà les 6 régions qu'on va visiter. Je vous parle de ça parce que je ne sais pas quelle région vous habitez, mais si vous connaissez des gens qui habitent ces régions-là ou qui sont intéressés par le travail qu'on fait, qui aimeraient ça bâtir un projet en lien avec le vieillissement, le premier atelier va se tenir mercredi prochain. Si donc c'est un processus qui vous intéresse ou que vous aimeriez avoir plus de détails par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais partager mon adresse courriel avec vous un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais pour celles qui, comme Louise, qui ont participé à la première cohorte, c'est un processus assez intéressant puis auquel on est en train de réfléchir de façon différente. Fait que plutôt que de proposer un parcours qui est plus ancré dans l'entrepreneuriat, on essaie vraiment d'être cohérent avec la nature de ce qu'est un et un for mille. Un et un for mille, c'est un organisme de création à la base, de création de projets en innovation sociale, mais aussi de création artistique. Alors, dans la façon dont on construit ces ateliers-là, on veut que ça fasse, que ça demeure, que ça fasse partie de notre ADN. Et donc, ce qu'on propose aux gens, c'est de participer à un processus de 6 ateliers qui sont basés sur un processus créatif et qui, on l'espère, va mener à la création de solutions qui viennent répondre à des défis en lien avec le vieillissement, que ce soit en habitation, en proche aidance, en transport, en mobilité. Mais tout ça va se faire à travers un processus qui est basé sur le récit, sur les témoignages, sur des poèmes, la création, tout ça. C'est un processus très intéressant qui, je trouve, est plein de sens personnellement, mais là, c'est un peu drôle parce que c'est moi, c'est moi qui le bâtis, fait que c'est sûr que je vais dire ça. Mais auquel je vous invite donc à participer. Fait que si vous voulez plus d'informations, simplement m'écrire. Je vous rappelle aussi que les événements publics, ben, ça se continue. On en fait depuis 2020. C'est des événements qui ont commencé durant la pandémie, dans un contexte qui était celui de la pandémie, un contexte particulier. Mais c'est des événements qui, à cause de ce contexte-là, nous ont permis de rejoindre des gens sur l'ensemble du territoire québécois et donc de créer ce qui sont maintenant les interforums. Pour cette nouvelle année, on a trouvé un partenaire chez le Vitalab, donc un centre de recherche, un laboratoire en santé durable associé à l'Université Laval. Et on est en train de réfléchir à la façon dont on va structurer la prochaine série d'événements publics. Ça risque d'être des événements très, très intéressants. Vous allez recevoir les dates. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner un calendrier des dates, de publier un calendrier des dates à l'avance parce qu'elles sont déjà cannées à nos agendas. Et le dernier événement public qu'on a fait avant celui de cette semaine, c'était en février dernier. C'est un événement durant lequel on vous a questionné sur c'est quoi les thèmes qui pour vous étaient importants à aborder à l'intérieur de ces événements-là. Et on a pris ce que vous nous avez dit pour bâtir les événements publics. Fait qu'on va parler, je pense que c'était Louise qui avait parlé de peur. Je ne sais pas si c'est toi qui avais parlé de peur. Ouais, c'est ça. Puis, il y a un des événements qui va Il y a des événements qui vont tourner autour de ça. On est beaucoup dans les aspirations, les désirs des personnes aînées, tout ça. Puis je pense que c'est important de l'être, surtout en sortant du contexte pandémique, mais aussi de se questionner dans un espace sécuritaire, le fun, agréable, sur c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos angoisses par rapport au vieillissement. Fait qu'il y a un événement qui va tourner autour de ça. On va parler de pédagogie, des différentes façons d'apprendre. On va parler beaucoup d'art, de créativité. On va aussi parler d'environnement. Comment est-ce qu'à travers une connexion plus forte avec notre environnement, vraiment au sens des parcs, des arbres, des forêts, de tout ça, on peut mieux réfléchir à notre vieillesse en étant plus conscient de notre rapport avec la nature. C'est un événement qui va se tenir en avril, un petit peu avant le jour de la Terre. Fait qu'on essaie d'être concept dans la façon dont on réfléchit à cette série d'événements. Voilà ce qui s'en vient de notre côté. On va continuer aussi, évidemment, à organiser la marche du 1er octobre. On aura l'occasion de vous en reparler bientôt, le 1er octobre, qui est la Journée internationale des aînés. Il va y avoir des informations qui vont sortir à ce sujet-là très bientôt. C'est le topo que j'avais envie de faire sur les activités d'un et un for mille pour vous donner une idée de où on s'en va. Et maintenant, je vous repose cette question-là, maintenant que la table est mise sur le thème de la soirée, sur ce que nous, on est en train de faire, mais plus précisément donc sur la question de la cohabitation. La question que je vous lance, c'est donc la suivante.
là, je n'ai pas la bonne question devant moi, ça va bien. Quels sont des exemples ou des idées que vous avez autour de lieux publics auxquels vous aimeriez avoir accès, mais dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise? Et quelles sont des stratégies qui faciliteraient la cohabitation dans ces espaces? La question est un petit peu posée à la négative. Tu sais, quels sont des lieux dans lesquels vous sentez pas à l'aise ou auxquels vous aimeriez avoir accès? On peut peut-être y réfléchir différemment aussi en disant quels sont des lieux dans lesquels vous aimez aller, des espaces publics que vous habitez, puis qu'est-ce qui ferait en sorte que vous êtes confortable finalement dans ces espaces-là? Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'ils vous représentent? Est-ce que c'est parce que vous voyez qu'il y a des gens qui vous ressemblent à l'intérieur de ces espaces-là? Ou c'est justement parce que les personnes qui l'habitent sont des personnes différentes, c'est d'avoir une diversité de gens à l'intérieur de ces lieux-là. Est-ce que c'est ça qui vous attire ou c'est plutôt d'avoir des espaces à l'intérieur de l'espace public qui qui vous sont particulièrement adressés, peu importe le groupe que vous représentez, disons. Fait que je vous lance ça comme ça va prendre quelqu'un pour briser la glace. C'est toujours un peu difficile, mais je suis certain qu'on peut avoir des belles discussions autour de ces questions-là. On a un genre de 30 minutes pour discuter ensemble avant la présentation de Martin. Louise, je te vois réfléchir. OK, je vais me lancer d'abord. Je ne sais pas trop ce que je vais dire parce que, tu vois, je pensais à ça. C'est pas facile de répondre à cette question-là parce que, en général, je pense, moi, qu'il n'y a pas grand place que ça ne me tente pas d'aller, que je ne vais pas. Tu sais, je veux dire, si ça me tente d'aller en quelque part, j'y vais. Puis, je n'ai pas tendance à me sentir inconfortable, à moins que ça soit un espace où il y a des gens où je me sens on ne veut pas que je sois là. Tu sais, ça peut quand même arriver, mais je pense à des espaces qui ne sont pas nécessairement physiques, mais des espaces qui sont parfois délimités dans notre esprit, comme par exemple, j'aime pas être mis dans une boîte, par exemple. Tu sais, je fais du bénévolat dans des organismes, je participe à beaucoup d'activités dans ma communauté, j'anime aussi des activités dans ma communauté, mais je sais que pour avoir certaines subventions, il faut qu'on fasse des demandes selon des groupes d'âge ou des problématiques. C'est comme ça que les organismes vont chercher leur argent. Puis ça, je trouve ça très, très limitant. Parce que c'est comme si comme là, je veux faire du théâtre, je veux jouer, puis j'aimerais ça qu'il puisse avoir des gens de différents âges qui viennent jouer avec nous. C'est sûr qu'on veut parler des enjeux autour de la vieillesse, un peu comme le mouvement Habitat fait, mais on voit bien que dans le mouvement Habitat, il y a des gens de tous les âges qui s'intéressent à cette question-là. Puis j'aimerais ça que ça soit comme ça un peu partout. Tu sais, que les gens qui veulent venir jouer avec nous autour de ces enjeux-là puissent se sentir libres de le faire. Tu sais. Et en même temps, pour aller chercher de l'argent pour payer la personne qu'on a engagée pour venir nous coacher parce qu'elle fait du théâtre forum, ben c'est pour les aînés. Il faut justifier, oui. Il faut que ça soit pour les aînés, parce que c'est ça qu'Horizon Canada, ils vont donner de l'argent pour ce groupe d'âge. Fait que ce que ça fait, c'est que ça limite vraiment ces liens-là qui seraient vraiment intéressants de pouvoir avoir. Fait que ça me dérange. Ça me dérange parce que je me sens emboîtée, je me sens fermée aussi. Puis je sens que je n'ai pas accès à d'autres mondes, d'autres générations, puis eux autres non plus n'ont pas accès à nous. On est comme fermés, là, tu sais. Ouais. À moins qu'on puisse créer une activité qu'on appelle spécifiquement intergénérationnelle, puis qu'il y a un budget en quelque part pour ça. Peut-être Martin a plus accès à ça que nous en général, là, parce que, bon, c'est leur mandat à Intergénération Québec. Fait que ça, c'est des boîtes que j'aimerais éliminer. Qu'on puisse être plus à l'aise de se rassembler autour de quelque chose qui nous intéresse, comme par exemple les enjeux climatiques. Ça m'intéresse, les enjeux climatiques. Je sais que ça intéresse les jeunes. Pourquoi qu'on ne pourrait pas se rassembler autour de ça, autour d'une activité ou une recherche ou une manière de s'éduquer ensemble, ou trouver des solutions ensemble. C'est ça. C'est un peu ça que j'ai à dire là-dessus. Comme quoi, puis ça, je suis assez d'accord avec toi, on réfléchit à des projets en fonction des groupes,
à moins que le mandat du projet, ça soit spécifiquement l'intergénérationnalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, sinon, on travaille un peu comme tu silo. en boîte. Là, tu sais, on n'est En pas silo. dans des boîtes. Puis ça, c'est beaucoup représenté pour moi dans la façon dont. Puis là, on parle de l'espace public, mais je pense qu'une façon de le voir aussi, c'est de dire, tu sais, l'espace privé, là, les résidences, dans la façon dont c'est construit au Québec, il y a une ségrégation générationnelle qui est créée. Tu sais, il y a des résidences étudiantes, puis il y a des. Puis là, je dis des affaires peut-être avec lesquelles Martin ne sera pas d'accord, ou je ne sais pas, mais. Puis il y a des résidences pour aînés. Tu sais. Oui. Fait qu'on sépare ces groupes-là, Puis là, souvent. tu vois, on a des nouveaux projets qui émergent. Comme ici, chez nous, à la Chine, il y a le village urbain qui est un projet de cohabitation intergénérationnelle Mhm. qui est porté par un groupe jeune, un OBNL, OK, qui sont, bon, très innovateurs, je trouve. Puis c'est eux qui ont mis ça en marche. Puis bon, puis ce qu'on voit, moi, je participe un peu à ça. Ben, je ne suis pas encore dedans, mais je veux vivre là, tu sais. Et puis, quand ça va être construit, mais ce qu'on constate, c'est que la ville, la municipalité, a des règles qui n'accommodent pas nécessairement des projets qui sont hors normes. Mhm. C'est qu'ils vont traiter ce projet-là de cohabitation comme n'importe quel entrepreneur, comme si c'était des entrepreneurs privés là, qui construisent des condos pour faire de l'argent. Fait que, puis c'est pas ça. Je veux dire, oui, c'est ça en partie. Les gens vont acheter, puis il y en a d'autres qui vont louer. Mais c'est quand même une philosophie là, qu'on est en train de créer ensemble. Il y a 5000 pieds carrés d'espace partagé. Et puis l'idée d'aller habiter là, puis c'est pas n'importe qui, il va avoir quand même un choix à faire. Parce que les gens qui vont habiter là, il va falloir qu'ils adhèrent à la philosophie aussi. Ouais, oui. De partage de ressources, de partage d'équipements, de partage de voitures, tu sais. C'est pas tout le monde qui est prêt à Non. faire ce choix-là, ou c'est pas tout le monde qui a l'envie de l'intergénérationnel aussi. Tu sais, quand on se pose des questions de cohabitation, moi, mettons, je réfléchis, on sort encore une fois de l'espace public, là, puis c'est pas grave du tout, mais tu sais, si tu me dis tu vas habiter avec ta mère et ta grand-mère, je suis comme OK. J'aime l'idée, là, tu sais, j'aime l'idée. Mais Oui. je ne sais pas si c'est quelque chose que je suis prêt à faire dans ma vie, ou je ne sais pas si j'ai une compréhension suffisante de ces enjeux-là ou de ce que ça représente pour me lancer dans le projet. Puis il n'y a pas de ressources qui me sont données pour m'aider à comprendre Oui, nécessairement ce que ça oui. représente. Fait que, non, mais je pense que c'est un peu l'avenir, ces projets-là, pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de. Il va y avoir de plus en plus de personnes aînées qui ne veulent pas aller habiter dans des résidences, qui veulent vivre dans leur communauté, tu sais. Fait Mhm. que, je pense qu'on cherche des alternatives, tu sais. Bon, puis il y a différentes formes, là, tu sais, puis tu as raison, c'est pas pour tout le monde, ce projet-là, tu sais. Moi, je pense, tu sais, des fois, c'est peut-être plus facile d'aller vivre avec des personnes de tous âges, mais qui ne sont pas ta famille, tu sais, des fois, Ouais, ça peut être facile, tu sais. Mais bon, ça dépend, tu sais, puis je connais des gens aussi qui habitent avec leurs enfants, qui ont un arrangement, puis ça marche très bien, tu sais, fait qu'on ne sait pas. Mais il faut qu'il y ait un peu de tout, je pense, fait qu'il faut. Mais il faudrait que les municipalités et les gouvernements rendent un peu plus souples leurs règles pour permettre ces développements-là. Tu sais, ça, je pense. Puis je relance, Élise, j'ai vu ta main, mais je me dis aussi, tu sais, s'il y a ces espaces de cohabitation-là qui existent, mettons en ville, mettons qu'on parle juste de Montréal. J'ai rencontré deux architectes la semaine dernière qui travaillent sur un super beau projet qui s'appelle Care for Space. C'était leur projet pour leur fin de maîtrise à McGill. C'est un très, très beau projet d'habitation intergénérationnelle qu'ils sont en train de développer dans le Milex, à côté d'un parc. C'est super que dans la maison, les gens cohabitent. Après ça, quand ils sortent dans la rue, est-ce que cette cohabitation-là existe toujours? Tu sais, c'est un peu ça la question pour moi, c'est où elle se retrouve si on la permet ailleurs, tu sais, si elle n'existe pas dans certains lieux, si on la permet quelque part. Est-ce que la ville est construite d'une façon à favoriser cette cohabitation-là aussi? Tu sais? Je ne suis pas sûr que puis là, c'est de l'agisme là, que je fais peut-être, mais tu sais, qu'il y a beaucoup d'aînés qui vont à place des festivals pour voir des. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des lieux. Je donne un exemple niaiseux, mais quand j'ai étudié pendant 3 ans à Séoul, j'étais en Corée
pour mes études de maîtrise. Puis il y a un quartier là-bas qui est il y a juste des jeunes, il n'y a pas de vieux. Puis les jeunes sont là, puis les vieux sont ailleurs, puis il n'y a pas de mixité sociale du tout qui se crée, de par le fait qu'on bâtit des quartiers seulement pour une partie de la population, puis d'autres quartiers pour une autre partie de la population. Ouais. Bref, je ne me lancerai pas dans des grosses affaires. Élise, j'ai vu ta main. Merci, Louise. Merci. Fait que tu veux que j'y aille? Ben oui. Alors, moi, je suis dans une autre réalité que Louise. Je suis en campagne. Je suis en Estrie et à Eastman. Et en campagne, parce que tu as les nouveaux qui sont arrivés aussi, beaucoup de monde de Montréal. Et puis tu as les anciens. Et puis, c'est drôle, moi, je trouve ce qui nous manque comme lieu public, c'est une façon de remplacer le perron de l'église. Tu sais, parce que autrefois, les gens se croisaient. Là, tout le monde reste dans leur belle maison ou dans leur vieille maison, tu sais, selon si ça arrive ou peu importe. Puis tu as les anciennes clés des villages qui étaient là, puis les nouveaux t'essayent de rentrer. Tu as le club L'Âge d'Or qui est pour les très vieux. Mais quand tu es un jeune retraité moi, je m'identifie pas au club L'Âge d'Or, fait que j'y vais parfois par la porte d'à côté, mais ça me tente pas d'aller danser ou jouer au bridge. Fait que c'est comme s'il y a une espèce de trou et qui est pas facile. Tu sais, je me dis, mon Dieu, si je vivais, il me faudrait un pilou dans tous les villages du Québec qui a créé Saint-Adrien avec une espèce de dynamisme, d'ouverture, de partage. Mais la plupart des villages, c'est pas ça. Tu vas à l'épicerie, tu vas, puis tu rencontres personne, puis tu retournes chez vous, puis tu restes avec. Fait que c'est. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'endroit qui me fait peur, c'est plutôt que je trouve pas l'endroit où est-ce que je veux socialiser de la façon que je veux le faire. C'est Ouais. c'est- c'est plutôt ça le défi en région où C'est un point, c'est un très bon point, puis un point auquel je n'avais pas pensé, moi qui vis en ville, puis qui a un peu une autre perspective sur la patente. Des espaces publics en région, il y en a déjà moins. ouais. Les parcs dans lesquels les gens vont, les gens sont plus éloignés les uns des autres. Le perron de l'église, c'est un très bon exemple. Il y a une femme avec laquelle on a travaillé pour la première cohorte des interforums qui a créé un café des aînés Mm. dans cette région, puis elle le fait sur le perron de l'église encore, mais c'est seulement des aînés de la région qui y vont, tu sais. Fait que, est-ce qu'on peut encore se servir de ces espaces? Est-ce que c'est des espaces dans lesquels les jeunes du coin peuvent se reconnaître aussi, ou est-ce qu'il ne faut pas changer? C'est ça. Puis tu sais, t'as-tu le goût parce que t'as pas nécessairement le goût d'être avec des gens très âgés aussi. T'as le goût d'être avec une diversité de gens, puis t'as le goût de trouver, tu sais, comme les maisons de la culture, comme quand je vivais à Montréal, c'était le fun comme endroit, t'avais toutes sortes de choses, mais en région, ça n'existe pas. T'as pas, tu sais, t'as pas de musée, t'as pas. Fait que c'est. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va décider dans l'interforum de l'Estrie, mais ça fait partie de mes questions aussi. Comment se recréer une communauté? Tu vois, moi, je trouve que c'est un des sujets qui n'est pas le sujet de ce soir, mais moi, qui est un de mes sujets que je me dis, on parle tous de ça en vieillissant, sauf qu'on n'arrive pas à se créer une nouvelle communauté. On ne sait pas comment. Le Québécois, moi, j'ai essayé de partir un cohabitat, tout le monde a peur. Tout le monde dit, oh non, je vais perdre mon intimité, ça fait toujours faillite, ça chicane, ça marche pas au Québec, ça va prendre 10 ans. Fait que c'est comme si on rêve à quelque chose, mais on ne sait pas comment le tricoter, puis on ne sait pas les skills qu'il nous faut pour créer cette communauté-là puis la faire vivre. En tout cas, moi, c'est toutes sortes de questionnements que j'ai pas trouvé la réponse encore, mais j'y travaille. On espère avoir des éléments de réponse à travers les interforums, justement. Mais merci, merci beaucoup. Lise, j'ai vu ta main aussi. Oui, ben, je trouve ça vraiment intéressant, Élise, parce que moi, j'ai travaillé dans le développement rural au Québec
pendant des années, notamment pour Solidarité rurale du Québec. Donc, toute la partie, tu sais, que les urbains s'en vont rester en région, j'ai travaillé là-dessus des années mais tu sais qu'à Saint-Camille, en Estrie, il y a le Petit Bonheur. Et Jacques Proulx, qui était avant, qui a été mon boss à quelque part à Solidarité rurale, est dans le village et ils ont issu un endroit où vraiment, ça devient comment dire, donc un lieu, il y a un musée en haut, c'est comment on dit ça, donc une place où les gens vont chanter, une place pour les chansonniers, puis à tous les vendredis, ils organisent un menu pizza et c'est les aînés du village qui donnent à manger aux enfants de l'école. Et suite à ça, ils ont beaucoup d'activités. Puis justement, Jacques racontait qu'ils sont 7, 8, 9, 10 personnes à tous les matins. Ils s'en vont s'asseoir au café et prennent un café ensemble, puis ils jasent, ils font de la philosophie sur plein d'affaires. C'est vraiment intéressant. Donc, parallèlement à ça, dans mon travail maintenant au quotidien, je travaille en développement social sur mon territoire et je suis aussi au conseil d'administration du Réseau québécois en développement social. Donc, tous les enjeux qui sont reliés notamment aux personnes aînées sont toutes transversales. Tu sais. Ça touche le logement, ça touche la sécurité alimentaire, ça touche la mobilité. Donc, c'est vraiment tout interrelié. Puis, parallèlement à ça, on parlait d'habiter le territoire, mais le gouvernement a sorti le 1er juin de cette année l'adoption d'un projet de loi 16 qui est l'aménagement et urbanisme. Le gouvernement pose un geste historique pour transformer notre façon d'habiter notre territoire. Donc, si vous faites une recherche, vous pourrez aller voir le projet de loi, en tout cas, qu'est-ce que ça peut concerner. Mais moi aussi, je me pose toutes les questions, même si je suis là-dedans dans le quotidien, on n'a pas nécessairement les réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir ensemble, par exemple, puis de mettre en commun les expertises et les compétences. C'est clair que Sainte-Camille, c'est un bon exemple, puis je les connais. Mais Sainte-Camille, comme Saint-Adrien, comme tous les villages qui réussissent bien, tu as un porteur de drapeau, comme on dit en gestion de projet, tu as une personne rassembleur qui réussit à tout mobiliser ce village-là, puis à créer quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut la trouver, cette personne-là, parce que sans ça... dans ce cas-là, voyons, j'oublie son nom. Là. Aussi, Ça, c'est depuis le longtemps. monsieur là, qui est avec l'ancien curé, comment il s'appelle à Sainte-Camille? Non, c'est pas. En fait, c'est un gars qui est venu au cégep avec moi à Matane, mais qui est comme le maître d'œuvre de ce projet-là, qui avait sauvé le dépanneur dans la place, puis qu'après ça, ils ont ouvert le café-bar. La question de la distribution, tu parlais, Lise, de distribution de nourriture, tout ça, avec les aînés, les enfants, ça me fait penser à une idée qui me sort de la tête de même, mais en réfléchissant à des espaces publics. Moi, dans mon quotidien, c'est les marchés publics aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des activités auxquelles on pourrait réfléchir dans les marchés publics, qui sont des gros espaces dans lesquels il y a des places, il y a des grandes places, là, qui pourraient avoir des activités intergénérationnelles organisées dans les marchés publics, juste de discussion, d'échange, mais pour habiter un petit peu l'espace puis rendre ça visible pour pas que ça se fasse tout le temps en vase clos dans des centres communautaires puis que finalement, on ne voit pas cette volonté-là qu'a la population de transformer ça un peu. J'avais vu que Vincent avait la main... Ah, Linda, oui. Ben, Vincent, vas-y. J'allais parler du même exemple, en fait. Fait qu'on était connectés, Lise puis moi. Pour ça, j'ai rebaissé ma main finalement. Mais oui, je pense que d'avoir... En fait, moi, je trouvais ça intéressant parce que justement, parler du perron de l'Église, c'est comme je pense que la culture a le pouvoir de remplacer un peu ce que la religion offrait comme mobilisation, puis comme envie de se réunir, tu sais. Puis en plus, il n'y a rien comme quand tu finis un show de musique, de pouvoir parler aux gens après, on vient de partager quelque chose, ça entraîne des belles discussions. Puis il y en a plein, tu sais, des projets des églises qui se servent le plus, puis qui sont réutilisés pour devenir des espaces culturels. Je pense à Val-David, entre autres, j'en avais vu en Abitibi aussi, en tout cas, il y en a un peu partout. Fait que
J'aimais l'image des perrons de l'église parce que je pense que c'est ça, il faut trouver quelque chose. Puis en tout cas, pour moi, la culture est vraiment au centre de ça, là. C'est un peu les conclusions auxquelles les gens mardi sont arrivés, tu sais, en se disant l'art, la création, la culture, ça permet ce rapprochement-là entre les gens. Puis moi aussi, l'idée de l'Église, je trouve que ça me parle beaucoup parce que c'est des lieux aussi dans lesquels il y a peut-être des personnes aînées qui se reconnaissent. Tu sais, moi, j'ai pas d'éducation religieuse vraiment, mais tu sais, aller voir un show dans une église, je trouve que c'est un lieu, c'est un beau lieu déjà, tu sais, puis j'essaie d'y trouver un sens. Mais c'est pas non plus complètement déconnecté de l'expérience que des personnes aînées pourraient avoir. Tu sais. Fait qu'on n'est pas en train de complètement déraciner les gens. Linda? Oui, j'ai plusieurs petites choses, là. Je ne sais pas comment je vais commencer, mais j'écoutais parler, puis on parle de lieux. Oui, il y a plein de lieux possibles, mais avant ça, je pense que, comme dans le sens de Louise qu'elle parlait, comment je pourrais dire, il faut avoir pas une activité, mais il faut provoquer quasiment des rencontres. Puis après ça, le lieu va venir. Ou on va vers un lieu qu'on connaît, et puis que là, on s'associe avec des gens. Et aujourd'hui, ce qui m'a frappé en vous entendant parler, j'ai fait un petit schéma ici, là. J'ai écouté à la radio ce matin les feux qui se passaient en région. Puis, c'est une petite municipalité, je pense que c'est en Abitibi. Puis, il l'avait en entrevue. Et puis, elle était enthousiaste, même le fait que la mobilisation que ça crée autour de cet enjeu-là. C'est dramatique, là, les feux, on s'entend. Mais malgré tout, la solidarité, puis on l'a vu avec quand on a eu des tempêtes de neige ou le verglas, les gens, ça provoque des rencontres. Puis je pense que le lieu, je pourrais dire, c'est un lieu sacré, c'est la rencontre. Puis c'est ça, des fois, qui est difficile parce que comme tu disais, la dame qui disait qu'elle se sentait comme en campagne, c'est plus isolé, on a les maisons et tout ça. Puis je pense que c'est ça qu'à la longue, on a perdu. Puis quand vous revenez au perron des églises, c'est un peu ça, ce phénomène-là. Il y avait ça. Donc, je pense qu'il faut créer des espaces, le lieu, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais des espaces pour faire ça, puis d'oser demander ou oser mettre une thématique de l'avant, comme si c'est le climat, le changement climatique. Même le premier ministre, apparemment, aujourd'hui, il s'est comme réveillé en disant, ben là, je vois vraiment là, que c'est un enjeu. Fait que, tu sais, une fois qu'il comprend, là, il va peut-être pouvoir avoir une mobilisation autour de ça. Fait que même pour les individus, les citoyens, l'art est phénoménal. On voit que l'art sauve le moral dans les grosses tragédies, peu importe la tragédie. Fait que ça, on le sait. Il s'agit juste peut-être justement avec les différentes générations. Une activité, c'est super. Il y en a plein d'activités qui se font, mais c'est la pérennité de ces activités-là dans le temps. Parce qu'à chaque année, si des gens disent, moi, je vais faire ce petit projet-là avec les jeunes, mais c'est de voir comment ça peut durer dans le temps. Puis la réaction, comme je disais tout à l'heure, avec l'école ici à la Chine, dans notre communauté, c'est que c'était la première fois, puis c'est une nouvelle directrice, puis ça prend quand même pas des portables, mais des approches. Ouais. Moi, ça m'a fait sourire quand on était là-bas, quand ils ont fait une journée reconnaissance pour les jeunes qui avaient tissé leur bout de lavette, là. Puis elle avait dit, moi, la directrice de ça, elle dit, elle est nouvelle, elle dit, moi, j'aime tellement, elle dit, le côté scolaire, éducation avec la communauté. Puis je lui ai parlé aujourd'hui, puis je vais faire des entrevues avec des jeunes, puis elle me dit, j'ai juste hâte à l'année prochaine, parce qu'ils vont faire un autre projet. Donc, c'est pas le même projet, ça va être autre chose, mais je pense que c'est ça, il faut mettre les gens en contact. C'est pas toujours évident parce que ça prend quasiment un enjeu. Moi, je pense qu'un enjeu, c'est plus facile qu'un projet en tant que tel. Puis après ça, le projet se développe ensemble. Tu commences avec un petit noyau et là, tu élargis. Tu sais. En tout cas, moi, c'est. Puis il faut pas avoir peur de demander. Tu sais, des fois, comme on dit, il faut faire des cold calls ou des appels
Tu sais, on se risque, comme j'avais fait avec Louise. Pourquoi je connais Louise? C'est que je l'avais vue au Forum Habitat, puis j'avais vu son nom, j'avais vu la Chine en dessous. J'ai dit, ah, elle est de la Chine, je pense que je vais. Je l'ai googlé, j'ai fait de la recherche, puis on a fait des choses ensemble, puis avec même un petit projet intergénérationnel avec un balado avec Stéphanie. Fait que, tu sais, c'est le premier contact. C'est quand on ne connaît pas quelqu'un. Fait que, en tout cas, c'est un peu mon appart d'avoir un enjeu que les gens se greffent, mais on ne dit pas, je fais un projet international, ça devient Oui. constat plutôt que de dire, en tout cas, c'est dans la façon de faire aussi, d'aborder. Je comprends très bien ton intervention, je trouve ça intéressant. Je me demande, par exemple, si toi, tu as cet instinct-là d'aller vers les autres. Louise aussi, les gens qui sont avec nous ce soir ont ce désir-là, cette curiosité-là vers l'autre. Est-ce que c'est tout le monde qui a ça? Puis comment est-ce qu'on peut favoriser la participation de gens qui ne sont pas nécessairement portés à aller vers les gens, mais en rendant ça disponible? Je ne sais pas, j'essaie de creuser un petit peu par rapport à ce que tu dis pour voir comment est-ce que les gens qui ne sont pas nécessairement appelés à se joindre à des initiatives qui existent, à partir d'une initiative ou à oser justement aller vers l'autre, comment est-ce qu'ils peuvent se reconnaître dans... Je me dis, si, mettons, il y a un groupe de gens qui sont réunis, pas sur Zoom, mais dans un musée, dans un tiers espace d'un musée, mettons. Et qui sont en train de faire un atelier, puis qu'il y a des gens qui passent qui sont des gens qui sont juste venus au musée, là, des visiteurs du musée, puis qui voient ça. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un intérêt qui est suscité de par le fait que c'est présent, puis c'est là que ça va permettre aux gens de sauter de faire ce pas-là vers les autres qu'ils n'auraient pas nécessairement fait si... je me questionne. Lise, je vois... Oui? Oui, il y a Suzanne qui vient de Rimouski. Hein? Suzanne, c'est ça, tu disais? Parce que j'ai une amie qui s'appelle Annie, qui est de Rimouski, puis sur sa page Facebook, il y a souvent des choses intéressantes qu'elle parle, puis ça fait du lien avec ce que Louise disait. Et Linda, ce que tu viens de mentionner, c'est il y a souvent des rencontres où il invite la population en général et à venir parler d'enjeux sociaux vraiment de l'heure. Comme là, il y en a que ça s'appelle comme Rimouski en transition. À un moment donné, ça peut être comprendre le monde. Et ça, c'est le fun. Moi, j'aurais une invitation, on me dirait « Hey, je veux comprendre le monde ». Donc, c'est des discussions géopolitiques et citoyennes. Ça, je trouve ça génial. Puis souvent, je pense que il y en a qui se passent dans des bars. Ils invitent le monde, ça va se passer là, un 5 à 7. Regarde, on vient tous jaser ensemble. Moi, parler de philosophie, en tout cas sur des enjeux comme ça, je trouve ça super trippant. Puis, on entend beaucoup parler en développement social actuellement, c'est toute la transition socio-écologique, qui ça aussi est vraiment intéressant à comprendre. J'entendais une jeune femme qui est au post-doctoral, qui est venue nous faire une présentation là-dessus. Tu sais. Je me dis, on est tous concernés par ça. Puis, à un moment donné, ça devient peut-être un espace intergénérationnel, justement, pour comprendre des positions. Puis, c'est pas parce qu'on est des personnes aînées qu'on n'est pas... interpellé par ça, au contraire. Mais peut-être que comme on est plus isolé, on n'ose pas. Mais je trouve que ce genre d'invitations-là sont très enrichissantes. Peut-être que Suzanne pourra m'en dire plus, là, parce qu'elle est de Rimouski. Mais je trouve ça... Mais Rimouski, il y a particulièrement un créneau fort. Oui, je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Moi, j'entends depuis tout à l'heure les différentes interventions. Disons que moi, ce qui me fait réfléchir, c'est mon engagement social, dans le fond, qui me permet d'être en contact avec des gens de différentes générations, puis de donner un sens à ma vie, là, à ma période de vie. Mais j'ai l'impression des fois que c'est pas toujours facile. Il y a comme des choses que je dois accepter là-dedans, où je suis pas toujours très à l'aise non plus. Mais j'ai comme l'impression, comme la bibliothèque, par exemple. On a une très belle bibliothèque à Rimouski et j'ai l'impression que je vais là. Puis, bon, j'ai un peu de contact, soit avec les employés ou avec des gens que je rencontre, parce que c'est quand même un milieu social assez
diversifié. J'ai l'impression que je me mets dans la tête que les gens qui sont là, c'est des gens qui aiment la littérature, comme moi. Tu sais, je me fais comme un imaginaire, on dirait, qui fait que ça donne du sens au fait que je sois là, puis que ça me rejoint beaucoup. Dans différents aussi organismes où il y a énormément de besoins, je rencontre aussi beaucoup de gens, comme par exemple, on a un groupe d'achat en alimentation qui est quand même assez important. Et là, je rencontre beaucoup des gens plus jeunes, avec beaucoup d'enfants. Et il y a une implication, puis ils cherchent toujours des gens pour valider les commandes, travailler à ce niveau-là. Alors, c'est ça un peu qui donne pour moi un sens actuellement dans cet engagement-là, là, dans les organismes. Mais ce que tu parlais, Lise, oui, effectivement, il y a énormément de possibilités au bain public, découvrir le monde. Il y a beaucoup de projets très intéressants. Rimouski en transition, qui a fait aussi d'autres organismes qui sont partis de là. On est à démarrer un groupe d'autopartage avec une dimension de lien social. Mais bon, des fois, je trouve que c'est moi peut-être qui me met, bon, j'y vais, je participe, mais qui me met des barrières, on dirait, intergénérationnelles. Parce que je suis beaucoup avec des plus jeunes, puis ça va vite, c'est un autre langage. Des fois, ils ont une compréhension des enjeux de l'organisme très différent de ce que moi j'ai comme expérience, puis professionnelle aussi, je n'étais pas dans ce domaine-là. Alors, c'est ça. Je dois vraiment, des fois, m'ajuster beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie, je trouve, mais je trouve ça passionnant aussi. Louise, merci, merci beaucoup, Suzanne, pour ton intervention. Je ne veux pas mettre fin à la discussion, mais j'aimerais quand même ça qu'on ait le temps d'entendre la présentation de Martin, parce qu'il va y avoir quand même des éléments de réponse, j'ai l'impression. Puis on a abordé beaucoup de questions que je trouve très, très pertinentes. D'abord, être mis dans des boîtes, là, ce que j'appelle peut-être pas justement la ségrégation intergénérationnelle. On a parlé de stratégies à adopter, de pairons d'église, de trouver, de provoquer les rencontres. Du lieu comme étant la rencontre comme étant le lieu lui-même, transition socio-écologique, mais aussi les obstacles, les barrières qu'on se met à nous-mêmes dans ces situations-là. Puis ça, je les comprends très bien. Moi aussi, Suzanne, il y a des préjugés générationnels que les gens peuvent avoir, qu'on a, avec lesquels on doit travailler, négocier, puis ça ne crée pas toujours des situations qui sont faciles. Puis ça, je le reconnais même moi dans mes patterns, dans mes habitudes aussi. On va avoir le temps de jaser encore plus tard, mais je proposerais à Martin de présenter un petit peu Intergénération Québec, son travail, puis de répondre un peu aux questions qu'on s'est posées en faisant du pouce aussi sur ce qui s'est dit durant la petite période d'atelier. Ça te va, Martin? Ben oui. Mais je trouve ça... oui, on va remettre la... ça donne l'impression qu'on pourrait, j'imagine que vous êtes d'accord, on pourrait passer une fin de semaine puis à discuter de ça, puis faire un forum sur la question ou un congrès, puis on n'aurait pas fini de trouver des pistes d'enjeux puis de solutions. Puis d'autant plus qu'ici, c'est tous des gens, moi je ne vous connais pas beaucoup, certains, je connais certains visages, mais vous êtes des gens qui y croyaient, vous êtes déplacés ce soir pour venir parler de ça, vous avez vos expériences, vos expertises, et puis ça fait que vous avez mis énormément d'éléments, de solutions, de pistes de réflexion, puis tout ça, puis Intergénération Québec, puis moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette ou d'avoir la solution à un phénomène de société aussi important, mais ce qu'on veut, finalement, c'est un peu comme on vient de le faire ensemble, c'est de réfléchir puis de soulever des pistes, puis de voir dans quel contexte on se retrouve pour comprendre un peu mieux où on peut aller pour tendre vers nos objectifs. Fait que Intergénération Québec, moi, je suis agent de liaison de formation. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis à Intergénération Québec. Et avant, j'ai eu l'occasion de coordonner un projet intergénérationnel au regroupement des auberges du cœur. C'est que mon mandat, c'était d'intégrer une culture intergénérationnelle dans un milieu jeunesse, qui était un défi parce que, comme plusieurs l'ont nommé, on est cloisonné, les gens vivent avec un groupe spécifique d'âge, tout ça.
Donc, j'ai eu cette occasion-là. Puis, j'ai travaillé les dernières années dans une résidence pour aînés pendant les 2 années de pandémie. Là, je coordonnais la résidence puis le milieu, la vie communautaire. Fait que j'ai pu voir aussi dans le milieu de vie les enjeux, les besoins, puis comment on peut… ça nourrit beaucoup mon travail aujourd'hui. Et puis, Intergénération Québec, on peut passer déjà à la prochaine, Fabien. Notre mission, c'est ça exactement, de favoriser le rapprochement entre les générations. C'est un réseau national, donc on a des membres qui sont aux 4 coins du Québec. On a même des gens qui des fois, qui s'associent à nous, qui sont en Europe ou ailleurs dans la francophonie. Puis, avec tous le même intérêt et objectif de rapprocher un peu les gens de générations différentes, de toutes sortes de façons, de toutes sortes de stratégies, puis les objectifs, les bienfaits, on les connaît, je pense qu'on y croit, on est ici ce soir, fait que bris d'isolement, solidarité sociale, on connaît de plus en plus les impacts sur la santé psychologique évidemment du bris d'isolement, mais de la dimension intergénérationnelle particulièrement, pour tout plein de raisons. Donc, c'est un peu notre mandat. Puis la façon qu'on y arrive, on a une communauté de pratique, on fait de la formation, on a un forum annuel, mais surtout, c'est ce qui est nous, on n'est pas sur le terrain à tous les jours, c'est que c'est d'entendre un peu des témoignages puis des réalités comme on a l'occasion de vous entendre ce soir, qui nourrit beaucoup. C'est comme, moi, je me sens un peu comme un porteur de relais. J'entends des choses, ça me met à jour aussi dans les enjeux actuels. Puis après, on a une autre rencontre plus tard, puis je reprends des éléments qui ont été nommés, puis en contexte de formation, on apprend ensemble, toujours avec le même objectif qu'on a ce soir, que ce soit dans l'espace public, dans l'espace individuel. Collectif, ça touche à différents paliers là, de notre univers relationnel, si on peut dire. Et oui, on va aller à la prochaine. Puis juste avant de commencer, puis là, c'est sûr, on se retrouve avec des gens initiés. Là, je vous ramène à des bases. Vous allez dire, là, c'est évident. Puis certaines choses, vous allez dire, c'est bien évident. Je ne savais pas exactement, moi, ce soir, avec qui, là, quel genre de personnes puis de public serait là. Puis ça fait que je vais passer peut-être plus rapidement sur certains éléments. Mais juste pour rappeler certaines choses, que bon, c'est important quand même de cibler qu'une génération, c'est quoi une génération? Est-ce que c'est seulement l'âge? Non, c'est aussi c'est ce qui rassemble les gens en termes de vécu, en termes d'expérience dans une certaine période de l'histoire donnée. Et c'est intéressant, tu l'as rappelé, parce que ça amène toute la notion des valeurs associées aussi à ce groupe de personnes-là, qui peuvent parfois être contribuer au fossé aussi entre les générations. Quand on parle de multigénérationnel, on partage le même espace, tout simplement. On se côtoie, on le vit tous les jours, tout le monde le vit dans les lieux publics, dans les centres d'achat, sur le trottoir, dans n'importe quel endroit. Et là, je viens de me rendre compte qu'une erreur de ma part, excusez-moi, mon ordi commence à manquer de batterie, je n'avais pas pensé à ça. Ça me prend 30 secondes, puis je vous reviens. C'est très juste. Moi, je ne la faisais pas, cette différence-là, entre le multigénérationnel et l'intergénérationnel. Ce n'est pas des concepts que j'opposais nécessairement, mais quand on parle, par exemple, oui, on disait plutôt dans les espaces publics, on se sent bien d'y aller, mais ce n'est pas parce qu'on y va et qu'il y a des gens différents qu'on fait de l'intergénérationnel, parce qu'on n'entre peut-être pas nécessairement en relation avec les autres personnes qui habitent ces lieux. Je trouve que c'est une distinction pertinente. J'ai manqué le début de la phrase de Théophile, mais je pense que c'est un peu où j'allais avec ça, peut-être. Un multigénérationnel, on se côtoie, on le vit tous. Si on est ici, si notre organisation existe, si on en parle ce soir, puis si on est témoin d'enjeux d'isolement, c'est qu'il y a la dimension de la relation, finalement, qu'on vise, qui est notre objectif. C'est que c'est plus que de se mettre ensemble. On le voit même au sein des familles, puis au sein des différentes enjeux du quotidien, des enjeux sociaux. C'est pour ça que je trouve intéressant de s'amener à cette réflexion-là que, oui, dans l'espace public, amenons des aménagements pour faciliter. Et il y en a des aménagements déjà, il y en a des occasions de passer un à côté de l'autre, d'être en interaction sur le plan physique. Est-ce que nécessairement ça veut dire qu'il va y avoir un dialogue, un échange, une relation, un rapprochement? Non. C'est donc à Intergénération Québec, puis l'enjeu de notre discussion ce soir, c'est on veut favoriser un rapprochement intergénérationnel. Donc, on s'attaque à la dimension relationnelle, finalement, de l'intergénérationnel.
Ben, en fait, l'intergénérationnel implique la relation, mais là, on va plus loin, on parle de rapprochement entre les générations. Donc, on peut aller à la prochaine. C'est quoi le tableau avec lequel on doit composer? On veut favoriser un rapprochement, on veut favoriser la relation. Ce n'est pas satisfaisant d'avoir des lieux publics où les gens se côtoient, mais il semble avoir une insatisfaction. Et on part de quoi? C'est quoi les obstacles finalement? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça arrive de cette façon-là? Puis aujourd'hui, on est à en créer des organisations, c'est quand même quelque chose. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'en Occident, on est peut-être dans les champions de la compartimentation. Si on se compare avec d'autres endroits sur la planète, d'autres endroits ou même à une autre époque, il y avait un mode de vie qui favorisait déjà plus la cohabitation au quotidien. Les familles étaient plus rapprochées au niveau géographique. Il y avait on parlait de perron d'église tout à l'heure, il y avait comme un mandat d'aller à l'église le dimanche. Les gens se posaient peut-être à une certaine époque même pas la question s'ils allaient y aller ou non. Il fallait aller. C'était une espèce de consensus social où on savait qu'on allait retrouver les gens de la communauté et la régularité des rencontres, bien, inévitablement, à un moment donné, ça favorise le dialogue, ça favorise les échanges puis la relation. Et ça, ben, il faut admettre qu'il y a un des gros changements sociaux depuis plusieurs décennies qui fait en sorte que les gens ont peut-être pour plusieurs, même pas l'occasion de côtoyer les plus jeunes, leurs grands-parents sur une base régulière. Donc, la capacité de se mettre en relation avec des gens de générations différentes, juste si on parle du contexte famille, et il y en a beaucoup moins qu'il y en avait quelques années derrière nous. Ensuite, pour dresser le tableau, on est aussi à une époque où il y a des changements extrêmement rapides d'une décennie à l'autre, mais d'une année à l'autre, qui va faire que, bon, le contexte, la façon d'entrer en relation, on parlait de langage, de mots, mais aussi de technologie pour communiquer. Les changements sont très, très, très rapides. Donc, ça ajoute une certaine embûche à la spontanéité d'entrer en relation. Donc, j'aimerais juste avant, Fabien, tu peux revenir, j'aimerais aussi juste qu'on parte d'une base honnête, puis je pense que c'est important de le nommer parce qu'on est tous assez dans la volonté de réussir dans nos projets de rapprochement. On se met une certaine pression, même je pense qu'ici, des porteuses de projets, dire on veut y arriver, puis il y a des endroits qui y réussissent bien. On parlait de Saint-Camille tout à l'heure. Mais en même temps, vous pouvez juste se mettre d'une façon de juste se rappeler aussi que il y a toujours existé le fait de se rapprocher des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent le même mot, les mêmes langages, les mêmes valeurs, si on veut, on peut aller jusqu'à même dans l'apparence qui va ressortir comme étant ayant le plus de similitudes. Donc, et ce n'est pas d'hier non plus que les générations plus jeunes vont vouloir confronter, même rejeter certains éléments des générations précédentes. Puis je trouve que c'est important de se le rappeler, ça, de dire oui, on fait de l'intergénérationnel, mais ce n'est pas parce qu'on met toutes les conditions gagnantes que soudainement, tous les gens au party de famille de tous les âges vont s'asseoir puis vont célébrer ensemble de la première minute à la dernière. À un moment donné, les gens vont se retrouver avec les gens, avec le groupe qui leur ressemble en termes de goût au quotidien, de ce qui les habite dans leur pensée au quotidien. Quand on a 15 ans ou on en a 40 ou 60, nos enjeux de quotidien ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut quand même se l'admettre et pour s'amener un peu d'empathie dans dans nos démarches, puis dire, OK, il y a des limites. On peut faire tous les efforts qu'on veut. Il y a des limites et j'appelle ça un peu les obstacles naturels qui ont toujours existé et qui vont continuer d'exister. Et ensuite, par contre, les éléments sur lesquels on veut peut-être plus agir et avec lesquels il y a un enjeu réel pour plein de raisons, étant donné qu'on manque de contexte pour se rencontrer, on a compartimenté beaucoup. L'État a pris la relève de beaucoup de filets de solidarité communautaire il y a certaines décennies derrière nous, ce qui était une bonne chose en quelque part. Ça a amené une certaine forme de soutien, entre autres financier, mais ça a fait en sorte aussi que les gens se tournent vers l'État pour quand il y a des besoins sociaux, par exemple, alors qu'autrefois, il y avait un tissu plus communautaire qui pouvait répondre à ces besoins-là. Et si on manque de contexte pour se mettre à jour, on a nommé plein de faits, la famille, l'État, toutes sortes de choses. Mais si on manque de contexte, on va rester dans les expériences du passé pour
on va rester dans nos perceptions et on va rester dans les généralités par rapport à un groupe de personnes que l'on ne côtoie pas beaucoup. Et que ce soit en termes de génération, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes d'orientation sexuelle ou que ce soit en termes de la différence, si on ne la côtoie pas au quotidien, on finit par tomber généralement humainement dans une zone de confort. Et puis, de plus on y reste, plus ça devient épeurant quelque part de sortir de cette zone de confort-là. Et ça nous amène aux préjugés avec lesquels on doit composer et qui alimentent finalement ce fossé-là entre les générations, la faute de contexte pour dialoguer, pour se mettre à jour. Si je vois mes grands-parents à tous les dimanches, à un moment donné, je côtoie quelqu'un qui vieillit, que le corps change, mais avec qui j'ai un échange quand même de qualité, malgré les différences extérieures, physiques, vestimentaires et autres. Et c'est peut-être un gros morceau de ce qui nous manque. Donc là, moi, je peux partir, je vais essayer de contenir parce que on n'est pas dans un congrès non plus d'une fin de semaine, là. Mais on peut passer à la prochaine, Fabien, parler des préjugés. Puis je trouve ça important quand même de se rappeler la définition de l'âgisme, hein, c'est la discrimination liée à l'âge. Hein. Puis c'est au niveau des pensées, des sentiments et des comportements. Le comportement, c'est quelque chose qui est plus visible, hein, dans la forme de discrimination. Si on va refuser un emploi à quelqu'un compte tenu des préjugés qu'on a au niveau de son âge, on est dans quelque chose de très concret, de très comportemental ou dans notre façon de rejeter ou d'admettre quelqu'un. Puis après, moi, je trouve l'élément que je trouvais intéressant de soulever, puis vous l'avez soulevé tout à l'heure, je ne me souviens plus qui, on voit dans la définition qu'il y a la discrimination à l'égard des autres et de nous-mêmes en fonction de l'âge. Et c'est Louise au tout début, je pense, qui disait, moi, les lieux publics, ce n'est pas tant le lieu du moment que je me sens que je suis la bienvenue. Si on croit qu'on n'est pas le bienvenu, si on croit que l'autre nous juge, si on croit que l'autre ne veut rien savoir de nous, nous discrimine et a une vision négative de nous-mêmes, on va, comme Louise le nommait, puis on est tous comme ça, c'est humain, on va être beaucoup moins enclin à risquer d'investir ce lieu-là, ces gens-là, finalement. Et ça, est-ce qu'on a l'occasion de le revalider? Mais encore là, on manque de contexte. On manque d'occasion d'échanger, de dialoguer pour toutes sortes de phénomènes qu'on a parlé. Alors, on va rester souvent avec ces auto-préjugés. Puis, pour avoir travaillé dans des dimensions intergénérationnelles, monter des projets, puis tout ça, il y en a un, le plus vraiment commun pour un certain groupe de personnes, plus les gens qui sont plus actifs sur le marché du travail peut-être, qui sont retraités ou qui sont plus avancés en âge, puis qui ont moins l'occasion au quotidien d'être dans une activité obligée, si on veut dire. Là. Ils vont dire, les jeunes ne veulent rien savoir de nous autres, les jeunes ne s'intéressent pas à nous. Et ça, moi, c'est celui que j'ai le plus entendu et c'est aussi celui qui accentue le fossé à tous les jours. Puis si on n'est pas conscient de cette pensée-là, de cet auto-préjugé-là, on le subit et on alimente finalement le fossé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préjugés, qu'il n'y a pas partie qui est réelle dans tout ça et qui ne vient pas de l'autre côté. Et par contre, est-ce qu'on a une responsabilité aussi? Puis là, je suis déjà rendu en mode solution, là, qui est la suite. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité individuelle aussi à observer comment on se positionne nous-mêmes par rapport aux gens d'âge différents? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est confronté à certaines situations où est-ce qu'on est confortable ou moins confortable et de prendre la responsabilité de dire « Oh, parfait, et je suis moins confortable » ou « J'ai l'impression que… » Et juste de prendre conscience de ça, en prenant la responsabilité de ça. Après, on a beaucoup plus peut-être d'occasion d'agir et de devenir proactif pour favoriser un rapprochement et passer par-dessus finalement les préjugés et les fossés qu'on peut avoir. Je trouve que c'est peut-être un des premiers éléments, puis je vous admets très sincèrement que je n'y avais pas pensé. C'est en préparant la présentation d'aujourd'hui que ça m'est venu à l'esprit. Ça évolue toujours, ça. On parle de relation, c'est complexe la relation. Ça implique plein de choses, puis
On parlait d'autopréjugés, ça c'était déjà dans le discours. Mais c'est vrai, on a une responsabilité aussi individuelle. On parle de, faut des projets, il faut que le gouvernement investisse, il faut des ressources. C'est vrai tout ça, ça prend des aménagements, il faut favoriser la mobilité si on veut que ça soit inclusif dans des aménagements urbains. Il faut que les gens puissent se rendre, évidemment. Tout ça, c'est vrai, puis c'est bien, bien fondé et réel. Mais cette partie-là, je pense qu'on l'oublie beaucoup aussi. À quel point on contribue aussi d'une façon souvent inconsciente à ces fossés-là, comment on a une responsabilité individuelle et collective par rapport à ça. Donc, on peut aller à la prochaine. Et puis là, si on va en mode bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? On manque de contexte, on a des enjeux socio-historiques, socio-économiques. Comment on peut faire pour traverser tout ça puis y arriver? On vient de parler du phénomène de l'auto-agisme puis de prendre conscience un peu de nos propres regards à l'intérieur de nous, mais je pense qu'un des éléments fondamentaux, c'est d'amener ce discours-là sur la place publique, comme on le fait ce soir. Ça, c'est fondamental d'en parler de l'agisme, parler des fossés qui existent, se rappeler peut-être aussi c'est normal qu'il y ait certaines réticences intergénérationnelles dans la proximité pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est de mettre de l'avant l'information. Je pense que c'est un élément qui est fondamental, de sensibiliser aux bienfaits, autant dans le discours public que dans les différentes initiatives. Puis c'est aussi de sensibiliser. Je le vois aussi, on a parlé beaucoup, c'est venu beaucoup sur le sujet ce soir, puis ça revient toujours énormément quand on fait des formations. L'espèce de, je dirais, frustration, mais je pense que oui, de dire il faut mettre des efforts. Pourquoi il faut mettre des efforts à quelque chose qui devrait être si naturel? Et je pense que la sensibilisation, c'est un peu aussi d'admettre cette réalité et que les porteurs de projets en soient conscients, que les décideurs en soient conscients, que les gens qui participent et les citoyens en soient un peu conscients que actuellement, peut-être dans l'histoire, pour X raisons, il faut faire des efforts, il faut créer des étincelles, comme je ne me souviens plus qui le nommait tout à l'heure. Ce n'est pas seulement de mettre des gens ensemble dans la même pièce ou dans le même lieu public. Il faut créer des projets. Puis là, il y a toutes sortes d'enjeux qui émergent. Oui, mais là, ça prend des sous, ça prend des porteurs. On parlait de l'exemple de Saint-Camille. Moi, ma sœur habite là, puis est présente. J'ai de la famille qui est présente dans cette communauté-là. C'est que j'en entends parler souvent, puis je le connais, cet exemple-là. Puis la personne qui nommait tout à l'heure, oui, mais il y a un porteur de projet. C'est vrai qu'il y a un porteur de projet. Et c'est peut-être ça, de faire la paix, peut-être présentement dans l'histoire, de dire peut-être ça va en prendre des porteurs de projet, puis des initiatives, puis des efforts, puis des subventions pour s'installer des nouvelles bases sociales. Pour construire sur du nouveau. On est peut-être à un carrefour où est-ce qu'il y a 50 ans, on n'avait pas besoin de se poser des questions parce que ça arrivait, ou 60 ans. Mais est-ce que c'était toujours par choix? Pas nécessairement. Quand Théophile disait tout à l'heure, oui, la cohabitation, mais avec ma mère, avec mes grands-parents, je ne suis pas certain. Même chose pour moi. Oui, mais je ne suis pas certain si je suis prêt à vivre ça. Ça soulève toutes sortes d'enjeux, d'appréhension. Il y a une époque où les gens ne pouvaient pas se poser cette question-là. Est-ce que la notion d'avoir le choix n'est pas une certaine forme d'évolution en soi, de dire, OK, maintenant, je ne suis pas obligé de le faire. Je ne serai pas malheureux parce que ça arrive sans que j'en ai fait le choix. Mais par contre, on va mettre socialement de l'énergie et des initiatives en place pour essayer de comprendre le phénomène puis favoriser une façon que ça arrive, peut-être moins naturellement, mais peut-être d'une façon plus éclairée et peut-être
d'une façon nouvelle de faire. Puis peut-être que dans 15 ou 20 ans, c'est des nouveaux paradigmes auront été installés. Ce qui est compliqué, comme le disait Louise, pour aller faire comprendre aux décideurs que, mon Dieu, on veut monter un projet, puis c'est tellement compliqué parce qu'ils ne comprennent pas que finalement, on peut-tu briser les silos puis travailler simplement ensemble? Ben, c'est peut-être une étape, tout ça, avant que ça se rentre dans les rouages des décideurs, dans les rouages politiques, mais peut-être qu'on est au départ de ça, puis peut-être qu'on est les initiateurs de cette nouvelle façon de faire. C'est qu'on peut le voir aussi d'une façon positive. Bon, ben, on est peut-être les pionniers de quelque chose de nouveau. Les anciens modèles ne fonctionnent plus et on veut poursuivre cette capacité d'être en lien là entre les générations parce qu'on y croit, parce que les bienfaits sont toujours aussi importants aujourd'hui qu'ils étaient il y a plusieurs années. Et pour ça, mais je pense que c'est de l'information. Et c'est de sensibiliser, pour revenir au premier point, autant sur les bienfaits, de rendre les témoignages aussi publics. Quand ça réussit, quand ça va bien, quand on a des jeunes et des gens moins jeunes ou des sortes de tous les âges qui disent « Wow, moi j'ai vécu quelque chose à travers cette expérience-là », il faut que ça sorte, ça. Il faut diffuser. Il faut. Puis là, je suis dans le concept projet, évidemment. C'est un peu, des fois, encore décevant, peut-être. Mais en même temps, je me dis, quand on va au centre de la culture et on voit un spectacle, est-ce que nécessairement, après, il va y avoir un rapprochement intergénérationnel parce qu'on a eu bien du fun à voir le même show? Pas nécessairement. Est-ce que ça va prendre des étincelles pour installer un dialogue? Si on va aller un peu plus loin avec quelqu'un qui va initier ce dialogue-là, pas mal plus de chances qu'on déconstruise un préjugé défavorable envers un autre groupe quand on va entendre des propos qui nous rejoignent parce que quelqu'un aura provoqué la situation dans le contexte où on est aujourd'hui. Bon, ça, c'est le premier, puis c'est le plus gros, je pense, parce que j'ai l'impression qu'on est à cette période-là. Puis on pourra en reparler après, là, on pourrait échanger ensemble. Puis ensuite, répondre aux besoins, se concerter. On parle en tant de porteur de projet, on parle en tant de pourquoi ça fonctionne souvent, pourquoi ça lève quand que des gens se rencontrent de différentes générations, puis les gens vivent une expérience positive. Parce encore là, on peut se demander c'est quoi le succès d'un rapprochement intergénérationnel. Ce n'est pas nécessairement que ça soit agréable et ludique et que tout le monde soit dans un contexte festif. Ça peut être à l'intérieur d'un conseil d'administration intergénérationnel où les gens ont décidé qu'il y aurait des sièges réservés à des gens de groupes d'âge différents. Par contre, l'expérience va être positive au bout de la ligne parce qu'on va avoir transformé certaines perceptions. Ça fait que c'est la qualité de l'expérience, mais pour ça, c'est qu'il y a des besoins recherchés qui doivent être ciblés aussi. Est-ce qu'on répond aux vrais besoins? La question, on peut la poser quand on installe une initiative, un projet ou des aménagements publics, on veut rejoindre un groupe de personnes. Quels sont les besoins de ces personnes-là à qui on veut rejoindre? Et si on parle de rapprochement intergénérationnel et qu'on est des porteurs de ça, eh bien, c'est quels besoins qu'on vise? Est-ce que c'est pas plus des besoins de connexion, de transmission, d'appartenance? Est-ce des besoins qui finalement qui touchent à la dimension relationnel au niveau collectif et sociétal. Puis je vais te donner un petit exemple par rapport à tout ça, parce qu'on est beaucoup dans l'idée, il faut trouver des idées, il faut trouver la meilleure idée, l'ingrédient qui va faire la différence. On a des exemples qui ont fonctionné, puis tout ça. Puis, on a accompagné la ville de Longueuil récemment parce que la ville de Longueuil a décidé de mettre en place des conseils de citoyens pour recommander aux élus, amener des recommandations en termes pour leurs aménagements, pour favoriser le rapprochement intergénérationnel. C'est pas rien, des jeunes et des aînés. Et là, quand on a donné la formation, tout le monde est arrivé là, avec leur liste d'idées et leur cahier. C'est tous des gens, s'ils se sont investis dans ce projet-là, qui ont levé la main pour dire « moi, je veux participer à ça », c'est des gens d'idées. C'est des gens qui veulent, qui y croient, puis tout ça. Et là, quand on a réuni les deux groupes ensemble, puis même avant de les réunir, ce qu'on pouvait voir et observer, c'est que les gens étaient à défendre leurs idées parce qu'il y avait qui a la meilleure idée. Et des gens qui ne sont pas habitués de travailler ensemble, puis humainement, souvent, même peu importe l'âge, si on n'a pas habitué de travailler ensemble, ben c'est difficile, surtout quand on arrive avec
on a une bonne expérience en développement de projet, ben on veut passer nos idées. Puis, est-ce qu'on est dans l'ouverture? Je ne suis pas certain. Et la relation, on parle de rapprochement intergénérationnel, la base d'une relation, n'est-ce pas l'ouverture? Fait qu'on a organisé un petit exercice. Puis, avant de parler des idées de projet, on a créé des diades. Puis, les gens du conseil aîné, conseil jeunesse, évidemment, entre eux, mais un jeune, une personne du conseil des aînés. Et là, il y avait des questions, pas des questions de quelle est ton idée pour Longueuil, des questions comme, c'est quoi, parle-moi d'une personne qui t'a inspiré dans ta vie. Et là, ça partait, un prof, tel prof. Et les gens, en 15 minutes, il s'est passé ce qu'on peut pratiquement, en termes de rapprochement intergénérationnel, là, c'était du bonbon. Martin, oui. parlant de minutes, oui, merci. Il en reste environ 2 pour Tu as bien pris la balle au bon. C'est très intéressant. Je trouve que t'intéresser. Non, ça va. Pour respecter l'horaire de tout le monde. Merci. Puis, c'est ça fait que finalement, ils ont vécu l'expérience parce qu'ils sont sortis de leur tête et de leurs idées pour vivre une expérience relationnelle, de s'intéresser à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, finalement. Et à partir de cette expérience positive-là, quand ils sont revenus à la table pour parler de leurs idées, de leurs projets, il y avait l'ouverture nécessaire pour faire avancer le grand projet qui est de comment on va faire travailler ensemble pour faire des recommandations aux élus, qui est quand même pas rien. On avait favorisé l'ouverture, finalement. C'est un peu ça, peut-être le centre du message, moi, que j'avais envie l'angle d'apprendre, parce qu'il y en a plein d'angles. On pourrait parler de toutes sortes de façons différentes de ce sujet-là, mais j'avais envie de le prendre du côté de la relation, parce que quand on parle de rapprochement intergénérationnel, c'est de la relation dont il est question. Et pour favoriser la relation, c'est de l'ouverture. Et comment on peut favoriser cette ouverture-là? Là, on peut partir dans toutes sortes d'idées. Tout le monde est créatif, tout le monde a plein de... particulièrement ceux qui sont... On bouillonne, mais favorisons l'ouverture pour que les gens aient envie de s'intéresser à l'autre et de ne pas arriver en disant « voici mon idée est peut-être meilleure que la tienne, on va en débattre ». Et là, on parle d'idées, mais on pourrait parler de valeurs, on pourrait parler de perception sur la vie, on pourrait parler de tout ça. Mais c'est de l'ouverture qu'on veut pour qu'il y ait un rapprochement et que cet ancrage positif de relation soit le levier, le carburant pour la suite, finalement. Et je pense que ça peut être probablement l'élément le plus puissant. Puis les gens de Sainte-Camille ont l'occasion de vivre ces expériences positives sur une base continue. Donc, après, ça part tout seul. La roue qui se met à tourner d'elle-même. Encore, il y a des gens qui peuvent un peu encadrer autour, mais il y a quelque chose, il y a un moteur qui est parti. Et ça ne veut pas dire qu'on retire le porteur de projet et ça va aller, tout va rouler, mais quand même, ils ont créé un contexte pour avoir une expérience positive. Et je vais m'arrêter parce que on pourrait continuer encore longtemps et se concerter, évidemment, juste pour une petite phrase pour finir. Si on travaille, on est en silo, on travaille en silo, il y a des organisations qui travaillent avec les jeunes, il y a des organisations qui travaillent avec les aînés, il y a des organisations qui travaillent avec... Il y a des tables des aînés, des tables jeunesse, des tables 0-5 ans. Mais évidemment, si on veut faire l'intergénérationnel, il faut se parler. Il faut travailler ensemble. Il faut se concerter pour trouver une façon de s'asseoir à la même table autour de l'objectif commun du rapprochement intergénérationnel. C'est un ingrédient assez fondamental aussi. Fait que, voilà, quelques petits éléments. Intergénération Québec, on a des balados sur notre site web que Vincent a développé. Paroles de génération sont disponibles, sont gratuites. Allez écouter, c'est vraiment des discussions autour des enjeux qui peuvent être, qui favorisent le rapprochement intergénérationnel, interculturel. Communauté de pratique, on a des événements en ligne, une base régulière pour développer des pratiques intergénérationnelles entre gens intéressés comme vous. Tout ça, la programmation va être affichée sur nos plateformes. Puis, on a un documentaire que présentement, on le diffuse dans certaines régions pour le lancer et bientôt, il va être disponible publiquement aussi. Il met en lumière des modèles de cohabitation, de mentorat et de projets communautaires par l'intermédiaire du jardinage communautaire dans le village de Donham, en Estrie aussi.
Donc, voilà, je suis bien curieux de continuer à Martin, échanger avec vous. juste un mot, je peux partager le lien de la vidéo que tu voulais nous Oui, diffuser, mais qu'on n'aura pas forcément le temps de diffuser. oui. Mais veux-tu juste en dire un mot pour que je puisse partager le lien? Oui, j'avais mis une capsule vidéo de quelques minutes qui est un des résultats des projets qui ont eu lieu aux Auberges du Cœur. Je parlais tout à l'heure parce qu'il y a eu les projets ont été documentés à travers des capsules vidéo. Et pourquoi je voulais vous le présenter, c'est que c'est un témoignage très, très puissant d'expérience de déconstruction des préjugés et de rapprochement intergénérationnel. Les gens qui en témoignent, je veux juste vous dire, ne se connaissaient pas avant de se rencontrer et vous irez voir à quel point rapidement peuvent déconstruire tous ces préjugés-là liés à l'âge, mais aussi d'être en relation assez pour qu'on en soit touché. Vous allez voir en le visionnant. Donc, c'était pour moi un témoignage très, très concret et vivant de comment on peut déconstruire si on met l'emphase sur la relation, finalement, dans le but de se rapprocher entre générations. Donc, vous aurez l'occasion d'aller voir ça. Puis, on en a d'autres, si ça vous intéresse, on pourra vous transmettre. Merci beaucoup, Martin. C'est très intéressant, très riche en informations. Mais inspirant aussi, tu sais, j'ai aimé l'angle par lequel tu as attrapé ça, tu sais, de la positivité, de dire qu'il faut amener le discours sur la place publique, mais il faut aussi accepter que ça prend des efforts pour développer des nouvelles bases sociales. Puis c'est peut-être quelque chose, comme tu le disais, qu'on a besoin de se rappeler, tu sais, de dire. Nous, on est convaincus ici de l'importance de l'intergénérationnel. Peut-être qu'il faut se responsabiliser, nous, pour porter ce discours-là et que finalement, d'autres personnes se l'approprient. Mais on a une responsabilité, nous, comme individus qui portons et qui croyons en ces idées-là, finalement, de le rendre disponible, de le rendre accessible, puis de travailler vers la sensibilisation et l'information d'un public plus large, finalement. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions, on pourrait peut-être prendre une ou deux questions à Martin avant de terminer. Sinon, c'est toujours possible de lui écrire directement ou de passer par Intergénération Québec par mois pour en apprendre plus sur les projets d'intergénération. Mais je vous laisse un moment pour me dire, ça va, Louise? Oui, ben, je voulais juste te remercier, Martin. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Puis, je retiens surtout quand tu parles je pense que le pire âgisme, c'est ce qu'on a intériorisé nous-mêmes. C'est ça qui nous empêche d'entrer en relation. Puis je trouve ça bien important de pouvoir, pas se blâmer pour ça, mais je veux dire en être conscient. Comme je participais, il y avait une journée là, que tout le Québec se rassemblait autour de bien vieillir ou vivre ensemble, quelque chose comme ça. Peut-être que tu étais là. Ensemble, le gouvernement, oui. Puis là, il y avait une enseignante qui présente sur l'âgisme, puis une des solutions qu'elle proposait, c'était d'appeler les aînés des adultes. Puis là, ça m'a tellement... Je dis, comment ça se fait qu'on trouve des solutions comme ça? Ça, c'est la peur. Tu parlais de peur, Théophile, mais ça, c'est la peur de la vieillesse à un point tel qu'on va éliminer ça complètement. Puis pourtant, moi, je me fous de comment je m'appelle. Tu sais, c'est les références puis les images qu'on projette sur cette étape de vie-là qui sont affreuses, parfois que les gens ont intériorisées. Puis c'est ça qui est triste, puis c'est ça qui fait qu'on s'isole, hein? Qu'on pense qu'on ne vaut peut-être pas la peine d'être écouté, qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'a pas de valeur sociale. C'est rendu. Mais ça, il faut être conscient de ça parce que c'est sûr qu'on vit dans un monde qui survalorise l'autonomie, la performance, la jeunesse, etc. Et puis, il faut en être conscient qu'on a aussi intériorisé ces choses-là, puis qu'on a peur. Puis c'est une peur qu'il faut un peu déconstruire, puis se demander d'où ça vient, cette peur-là. Parce que moi, je découvre plein, puis j'en parle souvent, je découvre plein de belles choses à cette étape de vie que je n'avais pas accès à ça avant. Fait que, il faut aussi mettre ça en valeur, puis se le rappeler, puis entre nous, puis c'est vrai, comme tu dis, parfois, il faut se retrouver entre nous, des gens du même âge, pour justement pouvoir parler de ces choses-là. Puis, sortir de la honte, puis sortir, de déconstruire ça, puis un peu se laver le cerveau pour créer des nouveaux espaces dans notre cerveau pour accueillir des belles choses, puis du nouveau, puis se découvrir autrement, tu sais.
Fait que ça m'a beaucoup touchée quand tu as parlé de ça. Puis c'est vrai, moi, en tout cas, quand je rentre en relation avec des jeunes intervenantes avec qui je fais du bénévolat, tout ça, ça devient des relations tellement riches et nourrissantes puis c'est bon. On a de l'affection les uns pour les autres, on s'entraide, on s'aime. Puis il faut aussi valoriser ces moments-là. Puis ça n'a pas besoin d'être structuré ou c'est là. C'est là, puis on peut en profiter, comme avec les gens du mouvement Habitat, puis Théophile, puis les jeunes que j'ai rencontrés avec vous autres, c'est tellement nourrissant ces relations-là, puis c'est précieux, Fait que je voulais dire ça. Merci, Louise. Je vais wrapper ça rapidement parce que, comme je disais, je ne veux pas qu'on dépasse trop le temps qu'on avait prévu pour la rencontre. D'abord, merci infiniment, Martin, d'avoir accepté notre invitation. C'était une invitation de dernière minute. Mais je pense que ça a permis d'avoir des discussions très intéressantes avec notre communauté. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça aussi dans le futur, dans le cadre peut-être des interforums ou de prochains événements publics. Fait que je vais te remercier d'avoir été avec nous. Ça fait un grand plaisir, vraiment. Super. Puis, je vais terminer en disant, ce que je retiens de ton intervention aussi, c'est la différence entre la multigénérationnalité et l'intergénérationnalité. C'est des concepts que je ne distinguais pas avant. Si on parle d'intergénérationnalité puis des efforts pour créer ces relations-là, bien, ça change un petit peu ma perspective puis la façon dont je vais l'aborder à l'intérieur des activités nous avec le mouvement Habitat. Le 1er octobre prochain, il va y avoir la marche des aînés. C'est une occasion d'habiter l'espace public puis de porter ce discours-là. Fait que peut-être qu'on aura l'occasion de s'y recroiser. Martin, je pense que d'avoir des discussions autour de l'intergénérationnalité dans le cadre d'un événement comme ça serait peut-être intéressant. Oui. Je vous dis aussi à tout le monde que nous, l'espace public, c'est quelque chose qui est important dans notre démarche, que ce soit à travers les interforums, les différentes activités qu'on fait, mais aussi à travers les œuvres qu'on bâtit. Puis je vous en parle très, très brièvement, puis je vais le faire à ma façon parce que François n'est pas là pour le faire, mais vous connaissez peut-être Tout inclus, qui était la pièce documentaire qui est à l'origine du mouvement Habitat, mais François, en ce moment, est en création pour une nouvelle œuvre qui s'appelle Fontaine de Jouvence, qui tourne autour du thème de la vieillesse, mais qui l'aborde un peu dans le sens contraire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on refuse de vieillir, le mythe de la fontaine de jouvence, tout ça. Puis ça va être présenté justement dans l'espace public, dans les jardins de la Cité des Hospitalières où on a nos bureaux. Fait que c'est les anciens jardins des Sœurs hospitalières. Ça va être l'occasion de parler d'intergénérationnalité, peut-être de représenter cette intergénérationnalité-là dans l'espace public, justement. Fait que je vous donnerai des informations par rapport à ça bientôt. C'est en septembre prochain. Et nos prochains événements publics, rapido, sont en septembre aussi. On va se laisser pour la période estivale. Il va y avoir d'autres activités. On va continuer à vous tenir au courant de ce qu'on fait à 1 Fond 1000 via notre infolettre, à laquelle vous pouvez vous abonner sur notre site web. Mais c'est ça, durant la période estivale, il n'y aura pas d'événement. On se retrouve en septembre pour parler de pédagogie et de réfléchir par la créativité à différentes façons d'apprendre dans 2 événements publics un petit peu sur le même formule que ceux de cette semaine. On se disait la pédagogie en septembre avec le retour des classes, ces concepts. Alors, la pédagogie ou l'anti-pédagogie, comment on peut réfléchir différemment à la façon dont on apprend. C'est les prochains événements qui s'en viennent. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présente ce soir avec nous. On n'était pas beaucoup, mais je pense que ça a permis d'avoir des discussions plus en profondeur, un petit peu plus riches. Merci d'avoir été là. Si vous voulez, on peut fermer nos micros, ouvrir nos micros et se dire au revoir. Merci Théophile pour l'animation et l'organisation de tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonnes vacances. Martin, je te garde 2 petites secondes après. Okay. Fabien, on peut